votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous à cette émission qui nous amènera du côté d'Haïti, du côté du Sénégal, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Burkina Faso, du Tchad et du Congo. Merci de nous recevoir chez vous. Dans cette émission Consti Call Week News, nous avons décidé comme ça de parler de l'information vraie, de quitter un tout petit peu tout ce qui amène et qui entraîne des différents remue-ménages, pour ne pas dire des troubles dans nos pays. Il faudrait donner l'information telle qu'on nous l'a appris dans nos différentes écoles de journalisme et surtout être au fait du réel, de ce qui se fait et transmettre aux populations ce qu'ils veulent entendre sans les travestir. C'est un peu ce que nous avons décidé dans notre émission et surtout sur notre média de faire. De parler de l'Afrique d'abord positivement et de deux, sans faux fuyant et surtout ne rapporter que ce qu'il y a de vrai. Je suis Constieka. Je le disais tantôt et nous allons commencer par le Cameroun, ce pays dirigé par le président Paul Biya. Et ce pays vit des choses extraordinaires. À l'exemple du remue-ménage qui se fait dans les réseaux sociaux, où, comme je le disais tantôt, derrière un smartphone, on peut dire ce qu'on veut. À l'époque, pour ne pas dire il y a encore quelques décennies, ou je dirais même simplement 2 décennies avant l'arrivée des réseaux sociaux, chacun prenait le temps de dire des choses sensées. Pas du tout de donner ses sources, mais de dire des choses qui sont vraies dans les médias, télé et radio. Aujourd'hui, on peut se cacher derrière un smartphone et noircir les uns et les autres. L'événement s'est produit au Cameroun il y a quelques jours. Les réseaux sociaux qui, à l'origine, devraient être la continuité légale et performante de la télévision, servent aujourd'hui malheureusement à désinformer qu'à informer. Les victimes se comptent par milliers désormais en Afrique. C'est le cas du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, dont l'honorabilité a été visée. Et cela valait une mise au point de toute l'équipe de rédaction de CNN. Le week-end dernier, des individus sont entrés par infraction dans le bureau du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, M. Samuel Mvondo Ayolo. Ce commando était à la recherche d'un document soigneusement gardé dans un coffre-fort inaccessible. Ils en sont repartis bredouilles. Depuis une semaine, de nombreux postes cousus de mensonges attestent que le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun aurait, en coaction avec le ministre des Finances, fait main basse sur 6 prétendus milliards débloqués par le ministère des Finances du Cameroun, en sigle MINFI, pour un voyage qui n'a pas eu lieu, et aurait organisé ce vol pour faire diversion. On nage en plein délire. Faut-il rappeler que le cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun n'est pas la propriété du ministre directeur du cabinet civil, M. Samuel Mvondo Ayolo, mais le cabinet du président de la République. Pour y assurer son bon fonctionnement, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, place à sa tête un collaborateur sur lequel il s'appuie pour obtenir des informations sur l'évolution des dossiers traités par le gouvernement, gérer non seulement la communication présidentielle, mais également son agenda, organiser tous ses déplacements et s'occuper des affaires réservées. Aux États-Unis, on parle de chef de cabinet de la Maison-Blanche. Au Royaume du Maroc, par exemple, on parle du directeur du cabinet royal. Au Gabon, on parle du cabinet privé. Le ministre directeur du cabinet civil du président de la République au Cameroun est par conséquent un proche collaborateur du chef de l'État, travaillant à l'abri des regards et exerçant sa mission sans tambour ni trompette. Il est au service de son chef et échappe au contrôle des coteries. Sa coterie, c'est le président de la République, chef de l'État du Cameroun.
Cameroun. Cette fidélité à toute épreuve ne lui vaut pas que des amis. Ce poste névralgique fait l'objet de fantasmes et de convoitises. Il ne serait pas saugrenu d'avancer l'hypothèse selon laquelle les commanditaires de ce vol soient également les commanditaires de ces postes diffamatoires. Ceci étant, ajoutons 2 précisions. Primo, le cabinet civil ne retire pas d'argent à la Banque des États de l'Afrique centrale, en sigle BEAC. Secondo, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, n'a jamais demandé de restituer quelque argent que ce soit. Face à ce grand tissu de mensonges, on peut simplement dire plus jamais ça. Donc, acte. Nous quittons le Cameroun pour la Côte d'Ivoire, le pays de son Excellence Alassane Ouattara. Le peuple reconnaissant, voilà ce qu'on peut dire. Des actions en droite ligne, des promesses tenues du chef de l'État et de sa vision pour la Côte d'Ivoire. Un hommage extraordinaire des femmes de Côte d'Ivoire dans toutes leurs composantes, toutes couches sociales, au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, en présence de nombreuses personnalités et de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Reportage Ousmane Koulibaly, Eddie Lévy-Vonon, Marcel Bassolé, Séverin Tchatchoua, Charlotte Abdoulaye. Le comité d'organisation a été surpris par l'affluence record dans l'enceinte du Palais des Sports de Treichville à Abidjan lors du grand rassemblement des femmes de Côte d'Ivoire pour rendre hommage au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Malgré les conditions météorologiques préoccupantes du samedi 22 juin 2024, les femmes de Côte d'Ivoire, dans toute leur diversité sociale, politique et professionnelle, se sont déplacées massivement. Une atmosphère festive qui suscitait une sensation de solidarité. La communion semblait complète. La présence de la première dame de Côte d'Ivoire, du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Meïlé Koné, du haut représentant du chef de l'État ivoirien, M. Gilbert Koné Kafana, du Premier ministre chef du gouvernement, M. Robert Begré Mambé, des présidents d'institutions ainsi que de l'ensemble du gouvernement, donnaient une note solennelle à cet immense rassemblement qui ne se voulait pas un rassemblement politique, mais plutôt un hommage des femmes de Côte d'Ivoire dans leur diversité, comme le démontre le message de reconnaissance adressé au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. En donnant un ancrage constitutionnel à la promotion des droits de la femme à travers les articles 35, 36 et 37, le président de la République a renforcé la protection des droits des femmes et assuré la promotion de la parité entre les sexes dans l'accès aux postes de responsabilité dans les institutions, les administrations publiques et dans les entreprises. Les femmes ministres et hauts cadres de l'administration publique, qui sont les pionnières de la politique de promotion du genre du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, ont également exprimé leur gratitude. Le président de la République, un grand promoteur du genre, n'a cessé depuis son élection à la tête de l'État de promouvoir les femmes. C'est ainsi que, sous sa gouvernance, nous avons connu la première femme ministre d'État, première femme ministre de la Justice, première femme ministre de la Culture, première femme grande chancelière en la personne de Madame Henriette Dagri-Diabaté. La première femme présidente du Sénat, première femme ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, première femme ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il s'agit de Madame Kandia Kamisoko Kamara. La première femme présidente du Conseil constitutionnel et première femme présidente de la Cour de cassation en la personne de Madame Chantal Kamara. La première femme ministre d'État, ministre de la fonction publique, Madame Anne Désirée Oulouto. Première femme ministre de la promotion du logement, première femme ministre de l'économie et des finances et première femme ministre du plan et du développement, votre serviteur, Madame Kabagnale. La présidente du comité d'organisation a encouragé les femmes à espérer un épanouissement toujours plus élevé grâce au président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Femmes de Côte d'Ivoire, nos acquis inestimables apparaissent comme des évidences parce que le sort nous a gâtés
en nous gratifiant d'un président qui est passionné du travail et s'impose l'obligation de résultat. Il veut le meilleur pour son pays et ses compatriotes. Nos performances ne doivent rien au hasard. Je voudrais le répéter, les performances réalisées en Côte d'Ivoire ne doivent rien au hasard. Elles sont l'aboutissement d'une vision, de la rigueur, des sacrifices consentis, de l'effort persévérant de la part du président de la République, notre guide, notre boussole, notre commandant, notre général, son Excellence, le président de la République, M. Alassane Ouattara. Nous, les femmes, n'avons pas été oubliées. Au contraire, nous sommes portés au pinacle avec tous les programmes. Projet de loi pour protéger la femme, accès facile au financement. Femmes de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara est notre présent. Il est notre avenir, donc il est l'artisan infatigable et le dépositaire par excellence. Les félicitations et les encouragements de la doyenne et grande chancelière honoraire, le professeur Henriette Dagri Diabaté, ont été transmis par la présidente du Sénat, Mme Candia Camara. La grande chancelière honoraire me charge de féliciter ces 50 000 femmes qui sont réunies ici, sur cette place, dans ce stade aujourd'hui. Chères sœurs, félicitations. Félicitations au nom de votre maman, le professeur Henriette Dagri Diabaté. Le professeur Henriette Dagri Diabaté me charge, enfin, de dire aux femmes de Côte d'Ivoire qu'elles peuvent toujours compter sur sa disponibilité, qu'elles peuvent toujours compter sur son affection maternelle pour les accompagner dans leur ambition de faire en sorte que cette Côte d'Ivoire demeure en paix. Madame Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, a exprimé sa gratitude envers toutes ses sœurs de Côte d'Ivoire pour cet hommage rendu à son époux et les a félicitées pour leur contribution à la bonne marche de la Côte d'Ivoire. Chères femmes de Côte d'Ivoire, mes chères sœurs, j'aimerais vous dire combien je suis heureuse et fière de vous voir toutes réunies aujourd'hui. Femmes de tous horizons, de tous bords politiques, de toutes confessions religieuses et membres de la société civile, pour exprimer votre reconnaissance à l'endroit de mon cher époux pour toutes ses actions en faveur des femmes de Côte d'Ivoire. En effet, vous avez décidé d'organiser cette cérémonie pour lui rendre hommage, toutes unies et parlant d'une même voix. Sans votre implication collective pour construire notre beau pays, il n'aurait pas été possible d'atteindre les progrès remarquables que nous observons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le chemin que nous avons parcouru ensemble n'a pas été sans défi. Cependant, grâce à votre détermination et à votre solidarité, nous avons pu surmonter de nombreux obstacles pour aller de l'avant. Vous êtes les piliers de nos familles, les éducatrices de nos enfants et les bâtisseuses de notre nation. Votre rôle est central dans la transformation sociale et économique de notre pays et je vous en félicite. Les présents offerts au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, par les femmes de Côte d'Ivoire, ont été annoncés par la présidente du comité scientifique de cet hommage. Un cheval blanc, symbole de pureté et d'élévation à la première dame de Côte d'Ivoire, une jarre et un miroir sculpté. Nous repartons encore un temps soit peu au Cameroun pour parler de ces Jeux qui sont en prélude aux Jeux Olympiques Paris, juillet 2024. La 23e édition, baptisée Douala 2024, du championnat africain d'athlétisme. Le Cameroun, pays hôte de la compétition en prélude aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Reportage Stéphane Ego, Séverin Tchatchoua, Eric Bikek. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwalekombi, a procédé au lancement officiel de la 23e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme. Deuxième manifestation du genre au Cameroun qui se déroule du 21 au 26 juin 2024. Cette autre édition se déroule à Douala, dans la capitale économique du pays, après la 10e édition tenue en 1996 à Yaoundé.
La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moale-Kombi, représentant personnel du chef de l'État, en présence de M. Sébastien Coé, président de la World Athlétisme, du colonel Kalkaba Malboum, président de la Confédération africaine d'athlétisme, du maire de la ville de Douala, le docteur Roger Bassadine, et de plusieurs autres personnalités. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités présentes, au nom du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, grand parrain de cet événement, je déclare officiellement lancé le 23e championnat d'Afrique d'athlétisme senior Douala 2024. Bonne compétition à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. L'organisation de cet événement repose principalement sur 3 piliers opérationnels. La Confédération africaine d'athlétisme qui en est le propriétaire et l'instance fêtière continentale. La Fédération camerounaise d'athlétisme, association hôte et la ville de Douala, cité d'accueil éponyme, porteuse de l'événement. Les athlètes africains sont attendus aux Jeux Olympiques de Paris d'ici quelques semaines. Et ceux d'ici qui vont se qualifier pour représenter l'Afrique, le monde de l'athlétisme vous regardera. Et l'Afrique comptera sur vos performances pour lui faire honneur, comme cela est d'habitude. Et l'athlétisme étant le premier sport olympique dans le monde, il l'est également en Afrique, car les multiples médailles remportées par l'Afrique dans toutes les éditions des Jeux Olympiques sont en très grande majorité venues par l'athlétisme. Et l'Afrique ne peut pas ne pas compter sur vous pour cette édition des Jeux Olympiques de 2024. Je vous souhaite tous de bonnes compétitions dans l'esprit que j'ai évoqué. Je vous souhaite également à tous bonne chance. Ceux qui perdront ne doivent pas se décourager. Les compétitions africaines continuent en 2026, en 2028 et au-delà. Pour la réussite de cet événement sportif d'envergure internationale, l'État du Cameroun a pris des mesures utiles et nécessaires en déployant d'importants moyens financiers en vue d'assurer le bon déroulement des 10 championnats. Un appui a été octroyé à la Fédération camerounaise d'athlétisme pour l'organisation de l'événement, la préparation et le paiement des primes de l'équipe du Cameroun, la prise en charge du transport international et local, ainsi que l'hébergement et la restauration des officiels et des athlètes de toutes les nationalités. Des moyens ont également été mis à la disposition de l'Office national des infrastructures et de l'équipement sportif pour la mise aux normes de la piste du stade omnisport de Bipanda. L'opération de réhabilitation de cette piste n'ayant pas été achevée à cause des contraintes techniques a été finalement relocalisée au complexe sportif de Japoma. Let me thank all of you for the work that has gone on behind the scenes for so many months. To all the municipal and public authorities, the political leadership, the work of the African Athletics Association and of course the Cameroon Federation. Without you, these championships would not take place. But without the athletes, we would not have a sport. So through you, Federation presidents and team delegates, and those athletes that have already started their competition, and those that are in the stadium this evening for this auspicious opening ceremony, let me thank you from the bottom of my heart. Your commitment every day of the year to our sport should never go unrecognized. La 23e édition du championnat africain d'athlétisme connaît la participation de 1164 athlètes provenant de 56 pays, dont 50 d'Afrique et 6 d'autres pays d'Europe et d'Amérique, en compétition dans toutes les disciplines d'athlétisme. Ce qui constitue, selon la Confédération africaine d'athlétisme, un record et met en évidence l'intérêt manifesté pour ces championnats qualificatifs aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Du Cameroun, nous restons toujours en Afrique centrale. Nous allons faire un tour dans le pays de l'empereur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Le Premier ministre congolais, M. Anatole Koliné Makosso, a reçu en audience à Brazzaville le commissaire de l'Union africaine, en sigle UA.
Madame Josepha Léonel Sako. Reportage Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. La conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, endossée par la Commission de l'Union africaine en collaboration avec le Forum forestier africain et le gouvernement congolais, se tiendra à Brazzaville, capitale politique du Congo, du 2 au 5 juillet 2024. Le Premier ministre congolais, M. Anatole Koliné Makosso, et le commissaire de l'Union africaine, Mme Josepha Léonel Sako, ont fait le point et étape sur les préparatifs de cette conférence internationale de Brazzaville. Je suis venu faire le point et je suis aussi venu pour lui dire que l'Union africaine est avec le Congo parce que l'initiative, elle vient de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, M. Sassou Nguesso. Mais l'Union africaine a endossé cette initiative. Maintenant, c'est vraiment à l'Union africaine de prendre ses responsabilités et d'aller vers la phase de l'opérationnalisation de cette importante conférence. On sait que le problème de changement climatique, de règlement climatique pose beaucoup de problèmes, beaucoup de défis. Et puis le déboisement en Afrique aussi, c'est trop. On commence à perdre une partie de nos forêts et il est temps, on dit non, qu'on vient avec un plan d'une bonne gestion de notre forêt. L'idée de mettre en place une décennie africaine et mondiale dédiée à l'afforestation et au reboisement a été initiée par le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui a souligné l'importance de la forêt dans la régulation du climat. Nous revenons en Côte d'Ivoire pour ceux qui nous regardent au Canada et surtout du côté du Kazakhstan et qui nous écrivent énormément parce que la Côte d'Ivoire a eu un bond spectaculaire en promotion grâce à sa victoire à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Sachez qu'en Côte d'Ivoire, tout se passe très bien parce qu'aux commandes de ce pays se trouve un homme aguerri à la chose économique qui sait comment hisser son pays, la Côte d'Ivoire, à savoir le président Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, nous allons nous atteler sur les sapeurs-pompiers. Le cinquantenaire du groupement des sapeurs-pompiers militaires en sigle GSPM, cette cérémonie du cinquantenaire était présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. Reportage Charlotte Abdoulaye, Ousmana Koulibaly, Eddy Lévy-Tevonan, Marcel Bassolé. Sauver ou périr, voici 50 ans que cette phrase est mise en pratique par le groupement des sapeurs-pompiers militaires, GSPM. La caserne de l'Indénié à Adjamé célèbre ce demi-cercle de protection des personnes et des biens du monde. M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État et ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, a présidé à la cérémonie du cinquantenaire du GSPM. À cet effet, 52 pompiers militaires et des membres des institutions de la République sont récompensés avec des médailles de sauvetage en or, argent et diamant pour leurs actions de bravoure. Je suis très heureux pour nos petits frères, nos enfants, les sapeurs-pompiers. Nous, on faisait la politique de nos moyens. Et actuellement, ils ont les moyens de leur politique. Les opérations de groupement des sapeurs-pompiers militaires ont augmenté de 6 516 en 2011 à 37 920 en 2023, ce qui représente une augmentation de 500% en 10 ans. Cette célébration des 50 ans d'existence des soldats du feu leur offre l'opportunité de faire le point et de relever les défis actuels. Il faudra retenir que le GSPM a, durant 50 ans, fait preuve d'adaptabilité à une évolution constante de son environnement. Aujourd'hui, le bilan est satisfaisant, mais il peut être encore meilleur. Cela passera par la prise de mesures pérennes visant tant au renforcement du maillage territorial qu'au dimensionnement du corps. Ces 13 dernières années, le dispositif du groupement des sapeurs-pompiers militaires s'est vu renforcé. 3 nouvelles casernes ont vu le jour, celle de Korogo, de Nzianouan et de Bingerville. Une action salutaire de l'État de Côte d'Ivoire. Chers sapeurs-pompiers, vous incarnez inéluctablement la bravoure, la dévotion et le dénouement. Chaque jour, vous êtes prêts à affronter des dangers pour sauver des vies, pour secourir des familles, pour protéger nos communautés et préserver l'environnement. M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État et ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, invite les populations à plus de responsabilités car plus de 90% des appels au secours récemment reçus par le groupement des sapeurs-pompiers militaires sont de fausses alertes.
nous devons les aider à sauver le maximum de vies en évitant d'occuper inutilement les lignes téléphoniques au détriment des personnes véritablement en détresse. Nous devons, de par nos actes, accompagner le chef de l'État et le gouvernement qui ne ménagent aucun effort pour doter nos sapeurs-pompiers d'infrastructures, de personnel et d'équipements. Le cinquantenaire du groupement des sapeurs-pompiers militaires a été marqué par l'inauguration de la salle de crise pour la supervision des interventions à distance. Nous quittons la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça fait plaisir de savoir qu'en fait le cinquantenaire des sapeurs-pompiers. Et nous allons tout de suite au Tchad, le pays dirigé par son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. Au Tchad, quelque chose qui va faire honneur à tous les vrais panafricains. Le président de la République démocratique du Congo, en sigle RDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad en N'Djamena. Reportage Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Arrivé à N'Djamena en début de soirée le 24 juin 2024 pour une visite d'État à l'invitation du chef de l'État tchadien, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad. Distinction remise à l'occasion d'un dîner d'État offert en son honneur au Palais Toumaï. La reconnaissance est une qualité. Elle fait partie des valeurs du peuple tchadien. En reconnaissance de ses efforts et de cette contribution exceptionnelle à la réussite du processus de transition au Tchad, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad. La plus haute distinction, elle lui a été décernée par le président de la République du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, témoignant ainsi de l'estime et de la gratitude du Tchad envers le chef de l'État congolais, la CEAC et tous ceux qui ont contribué à la réussite de la transition au Tchad. Notre pays vous est plus que jamais reconnaissant. Vous êtes l'exemple le plus éloquent qu'entre frères africains, on peut se soutenir, on peut se donner la main, on peut trouver des solutions africaines pour des problèmes africains. Ce dénouement heureux prouve à suffisance que les Africains sont plus que capables de résoudre les crises africaines s'ils résistent aux pressions et ingérences extérieures. Bravo aux facilitateurs et bravo à la CAC. Très touché par cette marque de reconnaissance, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dans son mot de remerciement exprimé sa profonde gratitude pour l'honneur et le privilège dont il a fait l'objet. C'est avec une profonde humilité et une grande reconnaissance que je reçois aujourd'hui cette décoration, signe de l'amitié et de la coopération entre nos nations et témoignage des efforts communs pour la paix et la stabilité en Afrique centrale. Cette marque de distinction dont je suis l'objet ce jour me rassure sur la volonté du vouloir vivre collectif des hommes et des femmes de ce pays, peu importe leur divergence d'opinion. Elle incarne aussi l'engagement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC en sigle, a œuvré sans relâche pour le bien-être de nos peuples et la prospérité de notre région. Le chef de l'État congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad. Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, au nom de la République du Tchad, et à mon nom propre, je vous élève à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Tchad.
Cette visite d'État et la distinction accordée au chef de l'État congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, resteront gravées dans les annales des relations entre le Tchad, la République démocratique du Congo et la CEAC, marquant un nouveau chapitre de partenariat fructueux et de solidarité africaine. Nous restons toujours au Tchad, ce très beau pays. Nous vous présentons quand même un tout petit peu ce pays du Sahel, le Tchad, qui se situe à la crête du Cameroun, un pays où il fait beau vivre, un pays qui, après le Sénégal, qui a brillamment passé les élections présidentielles, au Tchad aussi, tout s'est bien passé, et on croit que l'Afrique a désormais tourné un peu le dos à tous ces remue-ménages. Je n'arrêterai pas de le dire dans cette émission. Nous restons au Tchad. À l'occasion de cette visite d'État au Tchad, le 25 juin 2024, quelle joie pour toute l'Afrique, comme je le disais tantôt, d'assister, grâce aux images, le baptême de l'avenue Félix Antoine Tshisekedi à N'Djamena. Reportage Gozo Richard, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassoulé. Le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ambassadeur Alla Mai Alina, représentant du président de la République du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, a procédé le mardi 25 juin 2024 à l'inauguration d'une avenue baptisée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du nom du président de la République démocratique du Congo. La nouvelle avenue, anciennement connue sous le nom de rue 3222, traverse la commune du 2e arrondissement, allant du boulevard de la Nation jusqu'à l'avenue Félix Maloum. L'État tchadien a pris cette mesure en signe de reconnaissance pour le rôle essentiel dans la facilitation que le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a joué pendant la période de transition au Tchad. La cérémonie de dévoilement de la plaque inaugurale s'est déroulée en présence du chef de l'État congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'une forte délégation congolaise, des membres du gouvernement, ceux du cabinet du chef de l'État et du Premier ministre, ainsi que du sultan et de Madame le maire de la ville de N'Djamena. À cette occasion, Madame le maire de la ville de N'Djamena, Fatimé Zahra Anana Douga, a exprimé la fierté de la population ndjaménoise de voir une avenue de la ville porter le nom d'un chef d'État dont les actions ont eu un impact positif au-delà des frontières de son pays, notamment la mission réussie de la médiation au Tchad. L'inauguration de cette rue n'est qu'une reconnaissance méritée du peuple tchadien envers un panafricain engagé que vous êtes. Cette cérémonie est d'autant plus exceptionnelle qu'il en est rare qu'un baptême de rue se fasse pour une personne de son vivant. Mais ça en vaut la peine, car l'hommage a encore plus de sens dans cette circonstance. Après une marche inaugurale qui a permis aux invités de découvrir l'avenue, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé sa reconnaissance aux autorités tchadiennes pour cet honneur qui, selon lui, contribue au renforcement des liens de coopération entre le Tchad et la RDC, avec l'espoir de voir de tels gestes de reconnaissance mutuelle continuer. C'est un honneur grandiose qui m'a été fait ici. Pour la première fois de ma vie, on m'honore autant. Je dis merci à mon frère et homologue, le président Mahamat Idriss Déby, et à travers lui, à tout le peuple tchadien, qui restera à jamais dans mon cœur et dans mes souvenirs. Vraiment, grand merci, et je glorifie le Dieu éternel pour avoir permis une telle circonstance. C'est un grand honneur. De leur vivant, on n'a jamais honoré beaucoup de chefs d'État de cette manière. Et c'est vraiment un grand moment pour moi et dans ma vie. La dénomination de la rue 3222, en l'honneur du chef de l'État congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après celle de l'avenue Mobutu, prouve l'amitié solide entre la RDC et la République du Tchad. Nous quittons le Tchad et nous allons faire un tour du côté d'Haïti. Haïti, où il est tout à fait normal que les Africains que nous sommes volent au secours des Afro-descendants de nos frères du côté d'Haïti. Haïti, ce pays présidé par Edgar Leblanc-Fils, qui est président du Conseil de transition. Et là-bas, les policiers kenyans sont arrivés à Haïti. Haïti, ce coin du monde où vivent nombreux Afro-descendants, a désormais touché l'orgueil du continent mère, l'Afrique. Une mission de paix,
des policiers kenyans sont arrivés le 25 juin 2024 à Haïti. Reportage Gozo Richard, Séverin Tchachwa, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Le mardi 25 juin 2024, vers 14h GMT, 200 policiers kenyans sont arrivés à l'aéroport international Toussaint Louverture, dans la capitale haïtienne, à bord d'un avion de la compagnie Kenya Airways. Ils sont à Haïti dans le cadre d'une mission soutenue par les Nations Unies pour combattre la violence des gangs dans les villes haïtiennes, comme le rappelait le président de la République du Kenya, Son Excellence William Ruto, à leur départ de Nairobi. Il s'agit d'une étape importante dans notre quête d'une paix et d'une sécurité durable, qui sont les fondements de la liberté, de la démocratie et de la prospérité chez nous, dans notre région et dans le monde entier, y compris en Haïti. Selon les autorités haïtiennes, un deuxième déploiement de policiers est prévu le jeudi 27 juin 2024. Le Kenya a suggéré de déployer 1 millier de policiers pour cette mission multinationale d'assistance à la sécurité, prévue initialement pour une durée d'1 an et à laquelle doivent également contribuer le Bangladesh, le Bénin, le Tchad, les Bahamas et la Barbade. Selon Gary Coney, Premier ministre par intérim, cette occasion exceptionnelle de rétablir la sécurité est une occasion unique. Je veux que personne ne doute de l'objectif de la mission. L'État va reprendre le pouvoir et réaffirmer son autorité pour que tous les Haïtiens puissent vivre en paix dans ce pays. Nous vous demandons à tous d'être prêts à faire des sacrifices. Nous devons prendre nos responsabilités devant l'histoire et nous devons envoyer une autre image d'Haïti. Haïti n'est pas comme ça et Haïti ne peut pas rester comme ça. Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique, a exprimé sa profonde gratitude envers tous les pays qui ont promis leur soutien en personnel et en fonds pour cette mission d'environ 2500 personnes. Il a souligné que les États-Unis, qui n'ont pas envoyé de policiers ou de militaires, sont les premiers contributeurs avec plus de 300 millions de dollars en fonds jusqu'à 60 millions de dollars en matériel. Nous quittons Haïti pour le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, ce pays présidé par le capitaine Ibrahim Traoré. Au Burkina Faso, le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, a effectué une visite de travail auprès de son homologue en République du Burkina Faso. Reportage Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchachwa, Marcel Bassolé. Le Falcon présidentiel transportant à son bord le colonel Assimi Goïta, le président de la République du Mali, a atterri vers 10h10 à l'aéroport international de Ouagadougou. Le chef de l'État malien, le colonel Assimi Goïta, en visite de travail au Burkina Faso, est accueilli au bas de l'échelle de coupé par son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Après l'exécution des hymnes nationaux, les honneurs militaires dus à son rang, les salutations d'usage des différentes personnalités présentes à l'aéroport international de Ouagadougou, les deux chefs d'État ont ensuite eu un bref échange au salon d'honneur de l'aéroport avant de se diriger vers le palais présidentiel sous les acclamations d'une foule de jeunes venus accueillir le chef de l'État malien, le colonel Assimi Goïta. Au palais de Koulba à Ouagadougou, le président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, et son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ont eu un deuxième entretien qui a porté sur les intérêts communs du Burkina Faso et du Mali. En ce qui concerne la coopération entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme, le chef de l'État malien, le colonel Assimi Goïta, l'a décrit comme fructueuse et avec des résultats observables. Nous menons des formations conjointes entre nos deux États en vue de renforcer nos capacités opérationnelles, que ce soit terrestre ou aérienne. Aussi, il y a le volet partage de renseignements entre nos différents services de renseignement. Mais aussi, il y a la mutualisation de nos moyens. Aujourd'hui, le Burkina est autorisé à mener des opérations, à poursuivre les terroristes sur les territoires maliens. Et les femmes aussi sont autorisées à mener des opérations, à poursuivre les groupes terroristes à l'intérieur du Burkina Faso, quand cela est nécessaire. Il est essentiel de renforcer les efforts entre les pays membres de l'Alliance des États du Sahel afin d'améliorer l'efficacité sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme. En ce sens, la vision des trois chefs d'État est claire. Restaurer la paix dans l'espace AES et surtout prévenir l'épuisement des populations. Le Sahel a été un train d'affrontement des questions, enjeux géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques des puissances étrangères et dont nos pays sont victimes aujourd'hui de ce train d'affrontement. Et quand vous regardez, cela s'explique aisément par la présence de différents groupes de terroristes aujourd'hui qui sont soutenus. Ce n'est pas un secret par des puissances étrangères. Mais aujourd'hui, nous avons pris notre destin en main.
Et quand nous avons compris cela, le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé de quitter dans des partenariats de façade. Comme on le dit, il n'y a pas de sécurité sans développement, comme il n'y aura pas de développement aussi sans sécurité. Donc le plus important pour nous, effectivement, de sécuriser et de développer pour que nous puissions vraiment répondre aux aspirations de nos différents peuples. Nos destins sont liés et on a pris un chemin de non-retour, que cela soit clair. Nos destins sont liés et nous allons travailler à répondre aux aspirations de nos peuples. Actuellement, le Mali se porte bien, la situation sécuritaire est maîtrisée, les forces armées maliennes mènent des offensives sur le terrain avec de nombreux succès. Aujourd'hui, on évolue en autonome et sans pourtant prendre des permissions à qui que ce soit et sans demander l'autorisation de survoler nos avions ainsi que nos drones. La situation sécuritaire au Mali est sous contrôle. Les actions offensives sont menées en longueur de la journée et il y a eu beaucoup de destruction de bases logistiques des groupes terroristes. Il y a eu beaucoup de neutralisation des leaders terroristes, dont le récent est Igo, qui est l'ennemi de l'État islamique au Sahel. Mais surtout aujourd'hui, c'est la reddition de beaucoup de terroristes. Même pas plus tard qu'hier, il y a eu des terroristes qui ont déposé leurs armes. Malheureusement, c'est des enfants de 15 ans, 10 ans. Mais c'est des guetteurs. Donc, force est de constater que la peur a changé de camp aujourd'hui au Mali. Et concernant les Sahel, aujourd'hui, je suis confiant et que la situation aussi est sous contrôle. Avant de quitter le palais de Koulba à Ouagadougou, les présidents de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, a déclaré que les experts des 3 pays de l'AES sont en train de réfléchir à des solutions concrètes dans le domaine du développement. Après le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, nous allons traverser un tout petit peu. Nous allons quitter, on va essayer de prendre un tout petit peu la route. Regardez ce beau paysage. Nous quittons le Burkina Faso pour arriver en Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire qui explose de manière économique, qui explose aussi par le développement infrastructurel. Normal, il est présidé, ce pays, par son Excellence Alassane Ouattara. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu en audience le mardi 25 juin 2024 M. Leonardo Santos Simão, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. L'équipe de CNN présent au palais présidentiel nous en fait un super reportage sous la caméra précise de Ousmane Coulibaly, assisté de Lévité Divonant, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu le mardi 25 juin 2024 au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire à Abidjan avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, M. Leonardo Santos Simão. La situation sécuritaire, politique, économique et sociale dans la sous-région était au centre de l'entretien. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a exprimé sa préoccupation relativement à l'expansion du terrorisme dans la sous-région et préconisé une plateforme commune de lutte contre ce fléau. Je viens d'être reçu pour son Excellence le Président, avec qui j'ai échangé la situation des informations sur la situation sécuritaire, politique, économique et sociale de la région. Et au côté sécuritaire, la situation est préoccupante parce qu'il y a toujours une expansion du terrorisme avec beaucoup de victimes, surtout dans la population civile. Et on parle spécifiquement des pays du centre Sahel. Et ce terrorisme est devenu plus agressif et même sophistiqué. Donc il faut trouver une plateforme commune des pays de la région pour lutter contre le terrorisme. Il y a aussi d'autres groupes qui sont des sources de violence dans la région. Donc il faut une analyse globale de la région sur les phénomènes de violence dans la région et du trafic aussi. Le trafic des armes, le trafic des drogues, et le trafic d'êtres humains aussi. Donc il y a pas mal de préoccupations dans la région qu'il faut travailler ensemble
pour aider à surmonter ça. D'après un rapport du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, cette augmentation de l'insécurité a entraîné la fuite de plus de 6,3 millions de personnes de leur village ou de leur zone d'habitation en raison des attaques terroristes. Pour terminer, M. Leonardo Santos Simão a invité les dirigeants des pays de la sous-région à travailler ensemble pour adresser les préoccupations et relever les défis qui se posent dans la sous-région. Après cet entretien, nous n'allons pas rouler en voiture pour aller dans ce pays, ça fait un peu loin. On va prendre tout simplement la compagnie aérienne qui est une fierté, on ne le dit pas souvent, mais c'est une fierté du président Alassane Ouattara, à savoir Air Côte d'Ivoire. Nous allons embarquer notre équipe pour retrouver notre correspondant du côté du Gabon, Teddy Ossé. Nous allons tout de suite au Gabon, ce pays dirigé par le président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Allons-y pour le Gabon. Notre attention se pose d'abord sur l'Université internationale Berthe-et-Jean de Libreville, en sigle UILBJ, qui a organisé la 3e édition de la présentation publique des projets de création d'entreprises des étudiants en fin de cycle licence de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, en sigle ISGEA. Ce fut un événement captivant le samedi 22 juin 2024, qui a réuni des experts renommés et des membres de jury mettant en lumière 8 projets innovants développés par les étudiants allant de la mise en relation entre prestataires de services et clients, de la mécanisation, de l'agro-industrie, des examens médicaux, de la transformation et de la commercialisation de produits, l'usiel des langues gabonaises, de l'équipement sportif, de l'économie séculaire, le campus d'Essassa, siège de l'Université internationale de Libreville, est dans sa vision de formation des étudiants aptes à répondre au marché du travail. Le campus d'Essassa, à savoir l'Université internationale de Libreville, est dans sa vision, c'est-à-dire prévoir et tout faire pour que sorte de cette université un beau panel apte à être tout de suite efficace au marché du travail. C'est le lieu ici de remercier notre partenaire qui est l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Nous restons toujours à l'Université internationale de Libreville qui bouge énormément et puisque c'est bientôt les vacances et des réussites à différents examens scolaires, j'ai pour habitude de dire aux parents africains, avec tout ce qui se passe en Hexagone, vous êtes témoins de toute l'actualité, envoyez vos enfants faire des études à côté de nous, à l'Université internationale de Libreville qui va, pour la première semaine du mois de juillet, à savoir du 4 au 6 juillet, abriter un autre événement. L'Université internationale de Libreville, en sigle l'UIL, va abriter du 4 au 6 juillet, comme je le disais tantôt, 2024, les journées scientifiques et professionnelles sur l'entrepreneuriat au Gabon. Ceci obéit aux vœux chers du président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui souhaite voir une jeunesse gabonaise axé sur l'entrepreneuriat. À ce sujet, il a accordé des mesures spécifiques à la jeunesse gabonaise, en octroyant par exemple l'autorisation de faire entrer le véhicule de plus de 10 ans d'âge
et surtout d'accorder complètement une exonération douanière à ceux qui voudront bien faire des taxis, c'est-à-dire le transport public. Il faut retenir surtout que les journées scientifiques et professionnelles sur l'entrepreneuriat au Gabon verront la présence de nombreux experts et la jeunesse gabonaise doit saisir cette occasion pour adhérer à la vision du promoteur de ce salon. Rendez-vous est pris à Libreville du 4 au 6 juillet à l'Université internationale de Libreville. Nous restons toujours à Libreville grâce à notre correspondant, M. Teddy Ossé, et nous allons parler des activités du président de la transition, à savoir son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Le président de la République, les membres du gouvernement, tout le monde veut aller vite. Hisser le Gabon au firmament des pays qui rentrent de plein fouet et sont respectés dans le concert des nations. Le gouvernement de transition présidé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema pose des actes pour le grand bonheur de ses compatriotes, au rang desquels les travaux de construction du centre universitaire de Lambaréné devenus effectifs. Reportage depuis Libreville, Teddy Ossé, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Dans le cadre de cette tournée républicaine dans la province du Moyen-Ogooué, le chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu sur le site d'Ayong, où il a procédé directement à la pose de la première pierre du futur centre universitaire de Lambaréné, tel qu'il avait annoncé lors des échanges avec les populations locales. Destiné préalablement à désengorger les universités existantes, en soulageant le besoin important de formation de l'élite nationale. Ce centre va spécifiquement offrir des formations orientées vers les métiers du numérique. D'une superficie de 17 hectares, les travaux devront s'étendre sur une période de 26 mois. Les investisseurs et les professionnels ivoiriens qui ont été séduits par le Gabon lors de la visite dernière du chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema en Côte d'Ivoire, financeront partiellement le projet. Le chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a également inauguré la cité du CTRI, située sur le site de l'hôpital Albert Schweitzer, et qui compte 12 villas réhabilitées par les nouvelles autorités afin de renforcer les conditions de vie des forces de l'ordre dans cette localité. Le chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une caserne de sapeurs-pompiers, qui va s'étendre sur une superficie de 1,5 hectare et les travaux devront durer 9 mois. Cette structure qui viendra là combler le déficit en logement des agents du corps des sapeurs-pompiers affectés à Lambaréné. Le site comprend un plateau sportif, un garage, un bâtiment administratif R+1, autant de projets importants qui requièrent une fois de plus l'esprit pragmatique du président gabonais qui est résolument déterminé à rendre toutes les villes du Gabon aussi fonctionnelles que brillantes. À Lambaréné, avec ses tendances à la transparence, les habitants ont bénéficié d'un don de véhicules ambulance et d'une somme totale de 7 milliards de francs CFA pour la réalisation des projets imminents dans la province. C'est avec le sentiment d'un devoir accompli que le chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a quitté Lambaréné. Du Gabon, ce pays dont je vous permets d'apprécier aussi comme ça la beauté, c'est déjà l'été, c'est les vacances. Nombreux se demandent est-ce qu'il faut aller en Europe ou en Afrique. Je vous conseille de visiter les pays africains. Destination, le Gabon par exemple, pour certains, ou la Côte d'Ivoire pour d'autres. Mais là, regardez, admirez cette très belle forêt luxuriante du Gabon. Du Gabon au Cameroun, nous allons prendre la route. On va rouler sur des belles routes pour arriver via Oyem au Cameroun. Au Cameroun, nous allons parler de la commission mixte Cameroun-Nigeria du différend frontalier qui a siégé à Yaoundé. Reportage Séverin Tchatchoua, Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Il reste 3 points en suspens et les parties vont tenter de trouver un accord afin de finaliser la mise en place des bornes pour la délimitation de la frontière terrestre entre le Nigeria et le Cameroun. Le mercredi 26 juin 2024 à Yaoundé, M. Michel Zoa a clairement exposé les enjeux de cette session extraordinaire de la commission mixte Cameroun-Nigeria. Le ministre nigérian de la Justice et procureur général, M. Latif Fagbemi, conduit la délégation nigériane aux travaux. Que la 6e session extraordinaire de notre instance qui s'ouvre aujourd'hui, malgré des difficultés ponctuelles qui sont consubstantielles à toute œuvre humaine aussi complexe, doit nous ramener le climat convivial dans lequel la grande famille de la commission mixte
a élevé aux yeux du monde entier un solide édifice qui est arrivé à la phase terminale de ses finitions. La controverse concernant la mise en place des bornes concerne les villages qui devraient être situés sur le territoire camerounais, mais qui compteraient les populations nigérianes, en particulier les villages de Rumsiki, Tourou et Kocha. Malgré cela, le Cameroun et l'ONU sont optimistes quant à la réalisation des travaux de délimitation de la frontière, le Nigeria n'ayant pas fait de recours en interprétation auprès de la Cour internationale de justice concernant les dispositions de l'arrêté fixant la frontière. L'engagement du Nigeria devrait être officiel, conformément aux attentes du Cameroun. Dans ces échanges, le représentant du secrétaire général de l'ONU et président de la commission mixte Cameroun-Nigeria reconnaît l'importance de trouver une solution mutuelle. La décision du Nigeria de ne pas renvoyer à la CIG l'interprétation du texte pour ce qui concerne la solution des 3 points de désaccord en suspens est louable, car elle illustre la volonté de ce pays de trouver une solution fraternelle, en ouvrant ainsi la voie de la résolution de la question par le dialogue et la coopération avec le Cameroun. Depuis la décision du 10 octobre 2022 de la Cour internationale de justice concernant le règlement du différend frontalier Cameroun-Nigeria, 2466 bornes ont été officiellement installées le long de la frontière sur un total de 2700 bornes. L'objectif de la session extraordinaire de la commission mixte est de résoudre les problèmes restants afin de finaliser le processus. Selon le chef de la délégation camerounaise, ce processus constitue un modèle de résolution pacifique d'un conflit frontalier qui aurait pu être potentiellement violent. La longueur totale de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria est d'environ 2100 km. Eh oui, toujours des différends entre certains pays. C'est un peu l'héritage de la colonisation qui a tracé ses frontières. Heureusement, les Africains ont mûri et se parlent et arriveront à s'entendre. Nous allons nous rendre du côté du Sénégal. Le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite sur la plateforme d'exploitation pétrolière de Sangomar. On parle du pétrole au Sénégal et dans de nombreux pays africains désormais. Le Sénégal est à l'honneur. Reportage Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le mardi 25 juin 2024, le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a visité le FPSO Léopold Sédar Senghor, également connu sous le nom de champ pétrolier de Sangomar. Le site se trouve à 100 km au large de Dakar, la capitale sénégalaise, où les premiers barils de pétrole sont en cours de production. Après avoir reçu l'échantillon du premier baril au Palais de la République, le mercredi 12 juin 2024, le président sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, est arrivé le mardi 25 juin 2024 sur FPSO Léopold Sédar Senghor par hélicoptère. Le chef de l'État sénégalais est venu constater de visu l'état d'avancement de la production. Tout d'abord, une présentation du dispositif de sécurité du site, puis débute une visite guidée du site qui se déroule depuis la passerelle centrale jusqu'à la tourelle, proposant un aperçu global de l'utilisation et de l'utilité de divers modules. Monsieur le Président, nous voici arrivés au niveau de la tourelle. Donc cette tourelle, c'est là où les ombilicaux qui amènent les hydrocarbures qui sont issus du fond marin arrivent au niveau du FPSO. Nous avons 23 puits. À la tête de chacune de ces 23 puits, nous avons des arbres de Noël. D'accord, les arbres de Noël qui permettent de faire la sécurisation de ces puits, mais également de faire l'ouverture, la fermeture de ces puits à partir de la salle de commande et de contrôle. Nous verrons quand on arrivera au niveau des quartiers d'habitation. Donc, à côté de ces arbres de Noël, nous avons bien sûr ce que l'on appelle des flexibles jumpers qui connectent ces arbres de Noël aux conduites d'écoulement qui sont les flowlines. Donc ensuite, le pétrole transite au niveau de ces conduites d'écoulement, sont connectés par des raccordements aux flexibles qui quittent le fond marin et qui remontent les 850 mètres de profondeur d'eau jusqu'au niveau du FPSO. Donc ces flexibles sont appelés risers. Donc ces risers-là vont rentrer au niveau de la partie géostationnaire, remonter jusqu'au top, et à partir du top, ils vont être distribués au niveau des suivelles. Donc, ce sont ces suivelles-là, puisqu'on a une chambre qui connecte la partie géostationnaire, ces parties pivotantes qui tournent. On aura toujours des hydrocarbures
qui vont être injectés au niveau de ces suivelles-là, qui vont être ramenés au niveau du plant. À l'aide des puits reliés à la tourelle, le produit brut obtenu est un mélange d'huile, d'eau et de gaz. Avec cette roche en permanence allumée, les générateurs et autres installations brûlent le stock pour séparer le gaz du pétrole et récupérer l'eau qui sera ensuite traitée et rejetée dans la mer, le pétrole stabilisé et ainsi stocké. Le module de comptage des hydrocarbures est une étape cruciale des installations. Dès que l'équipe production stabilise le produit, nous le recevons au niveau de nos tanks et puis disposés comme ça. On a à peu près 13 tanks disponibles que nous stockons le produit fini et puis prêt à être déchargé au niveau du tandem à l'arrière. Dès qu'un tanker arrive, donc on est prêt à envoyer le produit au niveau qui va passer au niveau du metering skid. Vous êtes passé là-bas, vous avez ouvert une valve, donc ça va passer de là-bas et puis descendre. Après avoir constaté de visu l'état d'avancement de la production, le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a eu chaque étape de la visite des échanges directs avec les responsables du FPSO, Léopold Sédar Senghor, qui lui ont permis de mieux comprendre le fonctionnement du dispositif. On a en ce moment 3 puits qui sont en production, qui sont tous du côté sud. Donc on a SSP 03, SSP 19 et SSP 23. Donc on va prendre l'exemple de SSP 03. Tout commence par ici. Donc on passe à travers une première vanne de sécurité, là. Puis on passe à travers plusieurs vannes et on arrive ici. On a un débitmètre qui est très important et qui nous donne une idée de tout ce qu'on produit en termes de gaz, en termes d'huile et en termes d'eau. Donc, sortant de chaque puits, on sait exactement la quantité qu'on est en train de produire à travers ces puits. À partir de là, on passe à travers un système de tuyaux qui se trouve dans le fond marin. Donc, l'huile suit ce cours-là jusqu'au niveau de la tourelle. Suite à l'extraction du premier baril le 11 juin 2024, la première phase de production est en train de prendre une nouvelle tournure. Selon les prévisions, la première cargaison commerciale est prévue pour le début du mois de juillet 2024. Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, a exprimé sa fierté en raison de la présence remarquable et remarquée de l'expertise sénégalaise dans la réalisation de ce projet. Après ce reportage sur le Sénégal, comme vous le savez désormais, le Sénégal fait partie des pays producteurs de pétrole. Nous allons revenir en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, où depuis hier, il a fait un beau temps, un temps un tout petit peu tempéré. Et sous ce temps qu'a apprécié notre caméraman Ousmana Coulibaly, assisté de Lévité Divonan, et ils se sont rendus à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. La raison était simple, le Conseil des ministres. Voilà un pays, la Côte d'Ivoire, un chef d'État, le président Alassane Ouattara, qui veille à toutes les feuilles de route, un premier ministre aguerri à la chose de l'État, à savoir Robert Begré-Mambé. Toutes les semaines pratiquement, nous avons un conseil des ministres. C'est à l'honneur. On aimerait bien voir certains pays africains prendre exemple sur la Côte d'Ivoire. Tout vérifier, savoir si les ministres respectent leurs feuilles de route. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, grâce à la caméra d'Ousmana Coulibaly, assisté de Lévité Divonan, Marcel Bassolé pour mettre les petits ingrédients en post-production et la voix de Constant Ricard. La présidence de la République de Côte d'Ivoire a abrité le Conseil des ministres du 26 juin 2024. Tout commence par l'arrivée du peloton d'honneur de la gendarmerie nationale, respectueuse des consignes protocolaires qui va prendre place comme de coutume. Suivi de l'arrivée des ministres membres du gouvernement, Robert Begré-Mambé, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Ces ministres qui, comme d'habitude, sont très heureux et très fiers de prendre part à ce Conseil des ministres où l'on déroule tous les sujets de la nation pour la bonne avancée des feuilles de route. Quelques petites confidences entre le ministre directeur du cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, et le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné-Birahima Ouattara, avant le début de ce Conseil des ministres, dont l'arrivée du secrétaire général de la présidence de la République, Mme Masséré Touré-Koné, atteste
que tout est fin prêt et précède l'arrivée du chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Le Conseil des ministres du 26 juin 2024 du gouvernement Robert Begré-Mambé, Premier ministre, s'est tenu dans la salle des pas perdus de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, présidée par son Excellence Alassane Ouattara. Salutations cordiales, l'heure sera accordée à la bonne marche de la nation ivoirienne avec tous les acteurs réunis. Le sujet sur les mesures générales, des projets et décrets, communications et divers ont été à l'ordre du jour dans le strict respect de l'État. C'est à la fin de ce conseil que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly, s'est adressé à la presse nationale et internationale. CNN était là. Au sujet des mesures générales, le ministre a fait un compte-rendu sur les projets de loi au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le Conseil a adopté 2 projets de loi de ratification. Le premier projet de loi porte autorisation du Parlement au président de la République pour la ratification du nouvel accord portant création de l'Organisation internationale du café, OIC. Le deuxième projet de loi porte autorisation du Parlement au président de la République pour la ratification de l'accord portant établissement de la Banque de développement Shelter Afrique. Des projets de décret au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme en liaison avec le ministère des Finances et du Budget. Le Conseil a adopté un décret portant modification du décret du 1er juin 2022 déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, AGRAC en abrégé, tel que modifié par le décret du 21 décembre 2022. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le Conseil a adopté un décret déterminant les modalités d'accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et de construction juridique. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Le Conseil a adopté 9 décrets portant attribution d'un permis de recherche, dont un valable pour le nickel, les terres rares, le cobalt, l'or et le chrome, à la Société ivoirienne d'exploitation et de recherche SARL, en abrégé SIER SARL, dans le département de Koro. Les 8 autres sont valables pour l'or, respectivement, donnés aux sociétés African Resources SARL, dans les départements d'Abengourou, Agniblekro et Kounfao, Adzopé, Yakassé à Tobrou, Turaco Sud-Est Exploration SARL dans le département d'Aboasso, de Tiapoum et Compagnie africaine de recherche et d'exploitation minière, en abrégé CAREM SARL, dans le département de Bondoukou et Bouna, et enfin Aspire Nord Côte d'Ivoire SARL dans les départements de Boundiali, de Korogo et Mbengue. Ces permis de recherche sont délivrés pour une durée de validité de 4 ans, conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Dans la rubrique des communications, au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Le Conseil a adopté une communication relative au bilan des activités opérationnelles de l'Observatoire du service public, OSEP, au titre donc du second semestre 2023. Au sujet des divers, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est prononcé. La visite officielle du président de la République d'Angola dans notre pays, une visite qui va durer donc 48 heures. Donc son Excellence, M. Joao Lourenço, séjournera donc dans notre pays 48 heures pour une visite officielle. La seconde information est celle de la tenue d'un sommet de la CEDEAO le 7 juillet prochain
à Abuja. Il n'a pas dérogé à la règle. Face aux questions de la presse, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ne s'est pas dérobé et a apporté toutes les réponses aux interrogations de la presse nationale et internationale. Prochain Conseil des ministres, le mercredi 10 juillet 2024 à Abidjan. C'est un Premier ministre de Côte d'Ivoire, un ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, très brillant, qui a dit une phrase qui sonne toujours dans mon subconscient en permanence. Il a dit, il y a être président de la République et exercer la fonction de président de la République. Je crois que le président Alassane Ouattara appartient à la deuxième catégorie, c'est-à-dire il exerce la fonction de président de la République. Le président de la République s'est rendu le même jour, juste après le Conseil des ministres, après juste un petit repos, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour accueillir son homologue angolais. Arrivé le mercredi 26 juin 2024, le président de la République d'Angola, son Excellence M. João Lourenço, a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire, où c'est arrivé, c'est très bien passé, et juste le lendemain, le jeudi 27 juin, le président de la République a reçu son homologue au palais présidentiel. C'est le jeudi 27 juin 2024 qu'a eu lieu l'entretien au palais présidentiel entre son Excellence João Lourenço, président de la République d'Angola, et son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Depuis le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, Ousmane Coulibaly, Lévite Elivodan, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien le jeudi 27 juin 2024 au palais de la présidence de la République avec son homologue angolais, son Excellence João Lourenço, qui effectue une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Depuis le 21 août 1981, la Côte d'Ivoire et l'Angola entretiennent des relations diplomatiques avec la mise en place le 12 juin 2001 de la Grande Commission mixte de coopération ivoire-angolaise et la signature de divers protocoles d'accord. La visite du président angolais, son Excellence João Lourenço, est bénéfique car elle vient établir les fondations d'un véritable rapprochement entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Le président de la République angolaise, son Excellence João Lourenço, est accueilli le jeudi 27 juin 2024 au palais de la présidence de la République à Abidjan par son homologue ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont eu tout d'abord un entretien élargi de leur délégation avant de s'entretenir en tête-à-tête. À l'issue de leur concertation, 14 accords bilatéraux ont été signés, ce qui va renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et l'Angola dans divers domaines. Accords de coopération dans le domaine de l'agriculture, accords de coopération dans le domaine des mines et des hydrocarbures. Mémorandum d'entente entre le ministère des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire et le ministère des Relations extérieures d'Angola sur les consultations politiques. Accord cadre de coopération entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République d'Angola. Accord de coopération en matière d'encadrement et de promotion de la jeunesse. Accord cadre de coopération dans le domaine de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des genres. Accord cadre de coopération dans le domaine des sports. Accord cadre de coopération dans le domaine de la santé. Accord cadre de coopération dans le domaine de l'économie numérique. Protocole d'accord en matière économique et commerciale. Accord cadre de coopération dans le domaine des ressources en eau. Accord cadre de coopération dans le domaine des ressources forestières et fauniques. Accord cadre de coopération dans le domaine de la culture. Accord cadre entre la Radio nationale d'Angola et la radiodiffusion ivoirienne dans le domaine de la radiodiffusion. Après la ratification des 14 accords, les deux chefs d'État ont animé conjointement un point de presse au cours duquel ils ont abordé les sujets évoqués lors de leurs échanges et ont dégagé des perspectives en vue de dynamiser davantage la coopération entre l'Angola et la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président Lourenço, nous avons eu un entretien très fructueux et fraternel tout à l'heure. Et également en tête-à-tête, nous sommes convenus de renforcer davantage ces relations que nous avons nouées il y a quelques années. Et je dois dire que je me félicite du travail de nos ministres
notamment les ministres des Affaires étrangères d'Angola et de Côte d'Ivoire, pour la constance des relations et des discussions qu'ils ont eues à cet effet. Je voudrais réaffirmer notre volonté commune de consolider davantage ces relations exceptionnelles d'amitié et de coopération. Je salue également la redynamisation de ces relations à travers l'organisation à Luanda de la session inaugurale de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-angolaise qui s'est tenue en avril 2024, soit 23 ans après sa création. Je me réjouis de la signature de 14 nouveaux accords de coopération qui viennent d'être signés par les membres de nos gouvernements à l'occasion de cette visite officielle. Je me réjouis aussi de la perspective de l'organisation d'un forum économique ivoiro-angolais avec nos hommes d'affaires, nos hommes et nos femmes d'affaires. Et ceci donne un signal fort pour la connexion entre les milieux d'affaires ivoiriens et angolais. Et je suis sûr que cela contribuera à augmenter davantage le commerce et les investissements entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Quant au président João Lourenço, il a également exprimé sa joie d'effectuer cette visite en Côte d'Ivoire, un pays qui entretient des relations avec l'Angola depuis 1973. Il a rappelé la longue marche de son pays vers la paix et la stabilité, lesquelles sont une réalité depuis 22 ans. La Côte d'Ivoire a un potentiel agricole. Et nous, l'Angola, nous aimerions également avoir ce potentiel. Et je pense que nous l'avons déjà. Nous avons plusieurs terres cultivables. Nous avons des cycles de pluie très réguliers, un bon climat ou un climat favorable. Et alors, dans le cadre de la recherche, de rassurer, d'arriver à la sécurité alimentaire, nous souhaiterions coopérer davantage avec la Côte d'Ivoire dans le sens d'augmenter considérablement nos niveaux de production agricole afin de pouvoir garantir l'autosuffisance alimentaire et créer naturellement la possibilité d'exportation de nos produits comme la Côte d'Ivoire le fait déjà relativement à certains produits cultivés localement en tant que premier producteur mondial dans certaines cultures, mais pas seulement dans le domaine de l'agriculture. Nous aimerions pouvoir coopérer dans le domaine de la santé parce que la Côte d'Ivoire est très bien portante. C'est vrai que l'Angola aussi a ses points forts. Donc ici, ce n'est pas la concurrence que nous privilégions. Notre objectif, c'est de pouvoir gagner et apprendre de l'expérience de l'une et l'autre des deux pays et développer naturellement nos économies dans l'intérêt de nos peuples respectifs qui sont le peuple ivoirien et le peuple angolais. Dans la soirée, le président Alassane Ouattara et la première dame, Madame Dominique Ouattara, ont offert un dîner officiel en l'honneur du chef de l'État angolais et de son épouse au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, au cours duquel le président João Lourenço a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire et son épouse à celle de commandeur de l'Ordre national. Après ces 14 signatures matérialisées au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire par les deux chefs d'État d'Angola et de Côte d'Ivoire, que peut-on dire si ce n'est que le bonheur pour les peuples angolais et les peuples ivoiriens, recherchés par leurs leaders, leurs chefs d'État. Et tout cela est au profit de tous nos peuples et la respectabilité de l'Afrique face à l'Occident. C'est terminé pour cette émission Constieka All Week News, tout en vous rappelant de rester focalisé sur www.cnntv.ci pour regarder toute l'information africaine, la vraie,
la bonne information. Et en replay, cette émission sur www.siwebinfo.net. Vous y allez, vous cliquez sur la rubrique replay. Et là, vous avez en continu, 24 heures sur 24, toutes les informations. Je tenais aussi à vous rappeler que cette émission est la dernière de la saison. Toute l'équipe se met en congé, en vacances, et nous serons avec vous le 1er septembre. Dès le 1er septembre, la reprise du programme Constieka Week News. Mais en attendant, pendant 2 mois, ce sera du best-of, des récaps, des meilleurs moments de cette émission, la saison 2023-2024. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est le lieu de voir aujourd'hui le plaisir que j'ai de savoir que l'équipe de production du côté de la Côte d'Ivoire ont décidé de prendre leurs vacances. Certains à Sini, d'autres à Grand Laou. Un autre, Edith Lévy-Vaudon, qui m'a dit j'irai plutôt du côté de Jacquesville. Ceux du Cameroun m'ont simplement dit qu'ils seront tous à Kribi. Kribi qui est une zone balnéaire du côté du Cameroun. Personne n'a décidé d'aller en Europe. Et ceux de France resteront couvrir les Jeux Olympiques que vous suivrez sur nos antennes. Je suis Constieka, tout en vous donnant rendez-vous le 1er septembre. Je vous dis simplement au revoir.